Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins, on se retrouve aujourd'hui pour notre point info et je vous propose de commencer avec les Big Tech. Le sénateur Josh Hawley prend position contre les monopoles. Il a introduit un projet de loi antitrust qui interdirait toutes les fusions et acquisitions par toute entreprise dont la valeur marchande est supérieure à 100 milliards de dollars. Lors d'un entretien avec Tucker Carlson de Fox News, M. Hawley a exposé son plan de lutte contre les grandes entreprises technologiques. Son nouveau projet de loi interdirait effectivement tout accord avec Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet de Google et Facebook. Il empêcherait également leurs plateformes de favoriser leurs propres produits au détriment de ceux de leurs rivaux. Hawley a déclaré à Carlson que ce projet briserait les grandes entreprises technologiques, il les obligerait à se séparer de leurs différentes parties, ajoutant qu'il mettrait fin aux fusions d'entreprises pour former des méga-corporations. Quels sont donc les avantages de ce projet? M. Hawley déclare, je cite, « Ce qu'il ferait, c'est redonner au peuple américain le contrôle de sa démocratie et non plus de ses méga-corporations. Je veux dire que nous devons nous rappeler que ce que nos fondateurs savaient, à savoir que les monopoles et la liberté ne sont pas compatibles. » Il poursuit en disant « Aucune société ne devrait être si grande et si puissante qu'elle puisse contrôler le processus politique, qu'elle puisse passer outre la volonté des électeurs. » Et c'est exactement ce que les méga-corporations aujourd'hui, qui sont devenues grandes, fortes, puissantes et grosses, avec l'aide du gouvernement, c'est ce qu'elles essaient de faire. Fin de citation. Outre l'aspect politique, cela aura également un impact sur les marchés, met en garde contre les monopoles en disant que cela écrase la concurrence et donc le marché ne fonctionne pas vraiment. On n'obtient pas un marché vraiment libre mais un marché dominé par quelques entités puissantes. Et l'autre chose que nous apprenons est la suivante, lorsque vous avez une consolidation massive du pouvoir économique, le pouvoir politique suit. Fin de citation. Elle plaide donc plutôt pour des marchés ouverts qui ne peuvent pas suivre sous ce type de monopole. Cette annonce intervient un jour après qu'Apple ait accepté qu'un cadre supérieur témoigne devant le Sénat sur les questions de concurrence liées aux magasins d'applications mobiles. La société avait auparavant refusé de témoigner. Un haut fonctionnaire contredit Biden. Sidi Huang, qui dirige le département de la santé et des services sociaux, ou HHS, dans une déclaration sous serment, a qualifié l'augmentation des franchissements illégaux de la frontière d'historique et de sans précédent. Cela contredit les propos tenus par Biden fin mars lorsqu'il a minimisé la situation. Il a dit que l'afflux faisait partie d'un schéma saisonnier normal et que ce n'est pas à cause de sa nouvelle politique frontalière. Le témoignage de Mme Huang porte sur une affaire concernant la prise en charge des enfants migrants placés sous la garde des autorités fédérales. Elle s'attend à ce que le nombre d'enfants non accompagnés augmente dans les semaines et les mois à venir. Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, empêche le gouvernement fédéral de placer des enfants migrants dans l'État. Il a publié un ordre exécutif lundi. Il s'agit d'une réponse à la demande du HHS de savoir si la Caroline du Sud peut placer les enfants migrants dans les foyers d'accueil ou des foyers de groupe. Le gouverneur républicain McMaster a déclaré, je cite, « Les enfants de Caroline du Sud doivent toujours avoir la priorité en matière de placement en famille d'accueil et les ressources limitées de l'État doivent servir à répondre aux besoins de ces enfants. » Fin de citation. Il a aussi déclaré que la stratégie du gouvernement crée des incitations financières pour les prestations privées à court terme. Il a averti que les enfants migrants pourraient commencer à avoir la priorité sur les propres enfants de la Caroline du Sud. Ceci intervient alors qu'au moins 6 prestataires privés ont indiqué leurs intérêts à placer les enfants non accompagnés en Caroline du Sud. Et l'Iowa a fait de même. Kim Reynolds, gouverneur de l'Iowa, a déclaré que son État ne pouvait pas accueillir de mineurs non accompagnés dans le cadre de la crise frontalière en cours. Elle rend Biden responsable de l'afflux d'enfants, ajoutant qu'il a le pouvoir et le devoir de corriger la situation. Elle a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas les installations nécessaires, nous ne sommes pas préparés à le faire, ce n'est pas notre problème, c'est celui du président, c'est lui qui a ouvert les frontières, il doit être tenu responsable de cette situation, il doit l'arrêter. » Fin de citation. L'administration Biden, de son côté, doit à nouveau faire face à des poursuites judiciaires. Le procureur général de l'Arizona
Mark Brnovich, républicain, intente un procès sur ce qu'il appelle les décrets nuisibles du président Biden en matière d'immigration. Il a intenté une action en justice contre des responsables de la Maison-Blanche et du ministère de la Sécurité intérieure. Brnovich a déclaré, je cite, « La crise frontalière est hors de contrôle. Nous ne resterons pas les bras croisés alors que les préjudices sont causés à notre État. » Fin de citation. La poursuite allègue que l'administration Biden a illégalement interrompu la construction du mur frontalier et annulé de manière inappropriée la politique de rester au Mexique par le biais de décrets du président Biden. Brnovich demande que ces actions exécutives soient annulées par le tribunal. Il affirme que ces décrets violent la loi sur la politique environnementale nationale qui exige que les agences fédérales prennent en compte l'impact environnemental avant de prendre toute mesure fédérale importante. Il ajoute que les défendeurs n'ont même pas essayé de se conformer à cette loi. Brnovich a déclaré dans un communiqué, je cite, « C'est le summum de l'hypocrisie pour l'administration Biden de prétendre vouloir protéger notre environnement tout en n'appliquant pas les lois fédérales qui sont spécifiquement conçues à cet effet. » Fin de citation. Le bureau de Brnovich affirme que des milliers d'immigrants illégaux se sont installés en Arizona et qu'ils ne l'auraient pas fait si la construction était toujours en cours et si les protocoles de protection des migrants étaient toujours en vigueur. Et les procureurs généraux du Texas et de la Louisiane ont intenté un procès à l'administration Biden mardi. Ils affirment que l'administration refuse de prendre en charge les immigrants illégaux condamnés pour des crimes graves. Les États cherchent à bloquer 2 mémorandums du ministère de la Sécurité intérieure publiés au début de l'administration et établissant des priorités provisoires en matière d'application de la loi. Ces priorités consistent à limiter l'application des lois sur l'immigration à 3 catégories. Les personnes qui ont participé ou sont soupçonnées de terrorisme ou d'espionnage, les immigrants qui sont entrés illégalement aux États-Unis à partir du 1er novembre 2020 et les personnes condamnées pour crimes aggravés. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, déclare, je cite, « Le refus catégorique du président Biden d'appliquer la loi exacerbe une crise frontalière sans précédent, en ne prenant pas en charge les étrangers criminels et en ne donnant aucune explication pour ce changement de politique irréfléchi. L'administration Biden fait preuve d'un mépris flagrant pour la sécurité des Texans et des Américains. » Fin de citation. Et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, demande à Biden de rétablir les politiques d'immigration de l'ancien président Trump en déclarant, je cite, « Ce que le président pourrait faire, c'est de remettre immédiatement en place les protocoles restés au Mexique qui ont été établis par l'administration précédente. Il pourrait continuer à construire le mur le long de la frontière dans le sud du Texas. » Fin de citation. Quelle a été la réponse de l'administration Biden? Selon des responsables de l'administration Biden, la Maison-Blanche a conclu un accord avec le Mexique, le Guatemala et le Honduras le 12 avril afin d'endiguer le flux d'immigration illégale vers les États-Unis. Cela permettrait de placer davantage de troupes à leurs frontières respectives. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le Mexique a pris la décision de maintenir 10 000 soldats à sa frontière sud, ce qui a entraîné 2 fois plus d'interceptions quotidiennes de migrants. Le Guatemala a envoyé 1500 policiers et militaires à sa frontière sud avec le Honduras et a accepté de mettre en place 12 points de contrôle le long de la route migratoire. Le Honduras a envoyé 7000 policiers et militaires pour disperser un important contingent de migrants. Et de son côté, l'administration Biden envisage d'envoyer de l'argent liquide aux pays d'Amérique centrale afin de les aider à réduire les problèmes économiques, l'une des principales motivations de leurs citoyens à partir pour les États-Unis. Roberta Jacobson, coordinatrice de la Maison-Blanche pour la frontière méridionale, a déclaré à Reuters dans une interview exclusive, je cite, « Nous examinons toutes les options productives pour répondre aux raisons économiques qui poussent les gens à migrer, ainsi qu'aux raisons de protection et de sécurité. » Fin de citation. Le programme potentiel serait destiné aux habitants de la région du Triangle du Nord, Guatemala, Honduras et Salvador, mais elle n'a pas précisé qui exactement recevrait de l'argent.
Le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a riposté en critiquant le projet de Biden d'envoyer de l'argent en Amérique centrale. McCarthy a tweeté, je cite, « Le président Biden veut essayer d'acheter notre sortie de la crise frontalière avec l'argent des contribuables. » L'administration dépense 60 millions de dollars par semaine et veut maintenant lancer un programme de transfert d'argent liquide en Amérique centrale. Il ajoute que c'est une insulte aux millions d'Américains qui sont actuellement au chômage. Selon la Maison-Blanche, conformément à l'engagement qu'elle a pris dès le départ de participer aux 100 premiers jours de l'administration, l'ambassadrice Jacobson se retirera de son poste de coordinatrice à la fin du mois. Et qu'en est-il du mur frontalier? L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes le 6 avril que certains travaux de construction limités ont été financés et alloués, mais qu'ils sont par ailleurs en pause. Une partie du mur a déjà été financée par une autorisation du Congrès et une allocation de fonds. Il est en pause pendant que les agences élaborent un plan pour le président sur la gestion des fonds fédéraux. Lorsque l'administration a pris ses fonctions, comme vous l'avez mentionné, les fonds avaient été détournés de leur projet de construction militaire alloué par le Congrès et d'autres crédits pour construire le mur. Et la construction du mur était contestée dans de multiples procès, pour une grande partie du mur devrais-je dire, pas pour la totalité, par des plaignants qui alléguaient de graves problèmes environnementaux et de sécurité. Les agences fédérales continuent d'examiner les contrats relatifs au mur et élaborent un plan qui sera bientôt soumis au président. Fin de citation. Selon le Washington Times, citant des notes d'une conversation entre M. Mayorkas et des responsables de l'ICE, le chef du DHS aurait déclaré qu'il y a de la place pour prendre des décisions sur la finition des trous dans le mur. Maintenant, jetons un coup d'œil aux chiffres. La patrouille frontalière dit avoir trouvé 25 migrants illégaux vendredi dans des wagons près de la frontière au Texas. Ils étaient entassés dans 3 trémies à grains à l'ouest de San Antonio. Un responsable de la patrouille frontalière a tweeté, je cite, « Voyager illégalement en train est dangereux et met la vie en danger. Nos agents découvrent régulièrement des migrants qui ont subi des blessures graves après avoir sauté sur et hors des wagons en mouvement. » Fin de citation. Et en mars, le service des douanes et de la protection des frontières, le CBP, a rencontré plus de 171 000 migrants illégaux. 18 890 enfants non accompagnés, c'est le chiffre mensuel le plus élevé depuis mars 2001. Et de nouvelles installations pour les enfants non accompagnés sont en cours d'ouverture, cette fois-ci dans des États éloignés de la frontière. Vendredi, l'administration Biden a annoncé son intention d'ouvrir des centres dans le Michigan et en Pennsylvanie. Les sites d'urgence d'Albion et d'Erie ont une capacité combinée de 888 lits et seront destinés aux enfants migrants âgés de 12 ans et moins. Le nombre d'enfants migrants non accompagnés traversant la frontière a atteint un niveau record au mois de mars et il continue de grimper. Au 8 avril, près de 21 000 enfants migrants sont en détention fédérale. Une petite communauté mexicaine encerclée par les cartels de la drogue apprend à ses enfants à utiliser des armes de type militaire. Les villageois ont formé une milice il y a 5 ans pour se protéger. L'année dernière, les membres présumés du cartel ont tué 10 musiciens de la région après qu'ils soient sortis du territoire protégé par la milice. Le gouvernement mexicain a critiqué l'armement des enfants, mais les villageois ne font pas confiance aux autorités régionales et ils accusent les policiers locaux d'être les yeux et les oreilles des cartels. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.